Bonjour. On prend cette opportunité-là pour faire la démonstration de l'utilisation d'une TAG. J'ai troqué ma chemise pour ma chemise de présentateur et ça me fait bien plaisir de vous passer étape par étape les différentes composantes qui seront utiles pour vous lorsque vous utiliserez votre TAG et en espérant qu'on puisse rendre ce processus-là agréable, simple, et puis surtout qu'on vous donne l'information nécessaire pour que vous puissiez profiter de votre TAG à la hauteur, de vos attentes, mais aussi à l'auteur de les capacités dans lesquelles il est capable de vous offrir en vous accompagnant dans le plaisir de votre plein air. Donc, on est attelé comme si on était attelé sur votre véhicule. Mon objectif, c'était premièrement de vous montrer que, on ne se déplace pas avec la roue attachée, on l'enlève du vérin. Donc, dans le cas présent, je vais la remettre. Donc, on va descendre et désatteler notre roulotte. Je vais enlever la goupille et ça va me permettre d'insérer la roue. Si pour une fois ou une autre, pour une raison ou une autre, si elle n'est pas assez haut, je vais devoir monter mon vérin assez haut pour pouvoir y insérer la roue et par le fait même, la goupille qui la met en place. Donc, cette goupille-là, juste ici, va aller s'insérer dans l'ouverture qu'on a au niveau du pied, ce qui va nous permettre de la sécuriser en place. Et voilà, je la barre. En redescendant, ça va me créer assez d'auteur pour me retirer de sur mon attelage. Dans ce cas-ci, c'est sur notre transporteur, mais ça nous permet quand même de nous séparer de notre boule. La première étape qu'on veut faire, c'est de se mettre à niveau. Alors, dans le cas présent, je vais me retirer, je vais regarder avec un œil critique à une certaine distance et je me rends compte que mon devant est trop bas. Alors, je vais monter mon devant en baissant bien sûr le vérin et en me rapprochant le plus possible du niveau. Alors, dans le cas présent, on va faire 2 petits tours pour la forme et on est au niveau. Alors, la première étape, comme je vous ai dit, c'est de se mettre au niveau de la roulotte, votre TAG. La deuxième étape, on va passer au propane. Donc, à l'intérieur du coffre, on a 2 sangles qui retiennent le coffre barré. On se fait souvent poser la question, mais pourquoi il n'y a pas de barrure? Bien, en fait, étant donné qu'on a notre bouteille de propane là, on ne peut pas mettre de barrure à clé ou à cadenas, parce que s'il y avait une urgence avec le propane, on doit facilement y avoir accès. Alors, si c'est barré puis on a une urgence quelconque, mais ça serait peut-être problématique là, pour aller retirer la bonbonne de propane. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de barrure sur le coffre. Alors, la bonbonne de propane, on la fixe ici dans son étau. C'est un étau avec un boulon de type papillon. Et on a ici une rondelle anti-vibration qui est là ici. Ce qui est important lorsqu'on fixe notre bonbonne de propane, c'est vraiment d'aller écraser notre rondelle. Donc, en écrasant notre rondelle, ça va aller barrer notre papillon et celui-ci avec la vibration en roulant, ne se dévissera pas et on ne perdra pas notre papillon. Bien sûr, au niveau de la connexion propane, on va aller l'insérer. On va bien connecter, bien droite. On a au moins, je vous dirais, là, 8 à 9 tours à faire. Si pour une raison ou une autre, vous avez fait que quelques tours et puis c'est déjà barré, bien, posez-vous la question si on n'est pas rentré en encavure. Alors, c'est bien important de rentrer bien droite. Bien sûr, les bonbonnes de propane sont tous marquées de leur socle d'ouverture ou de fermeture. Dans ce cas-ci, on voit le close. Donc, si on tourne vers ou dans le sens des aiguilles d'une montre, on ferme. Si on va à contre-contraire, donc à contre-sens, on rouvre. Pour le bien de la présentation, je vais la laisser fermée. Donc, c'est un régulateur de pression qui est à l'arrière ici de votre propane. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un contrôle de pression. Donc, à l'arrière, les accessoires qui fonctionnent au propane sont régulés. Donc, on appelle ça à basse pression. Si vous avez un four ou un petit barbecue à propane à ajouter, sachez qu'il est suite au régulateur de pression, donc il sera à basse pression. Si on se connectait directement à la bonbonne, à ce moment-là, votre barbecue ou votre plaque de cuisson alternative doit être équipée elle-même d'un régulateur de pression
pour assurer une pression continue et constante par rapport à la composante que vous utilisez. Si vous avez des questions, bien sûr, gênez-vous pas, on est là pour vous aider en tout temps. Alors, le deuxième élément énergétique prédominant au niveau de votre TAG, ou en fait de toute roulotte, c'est réellement l'énergie 12 volts, 110 volts. Donc, c'est l'énergie électrique qui va alimenter les diverses composantes de votre roulotte, donc dans ce cas-ci de la TAG. Dans la TAG, on a des composantes qui fonctionnent aux 12 volts, donc l'énergie qui est acheminée par une batterie. On a des composantes qui fonctionnent aux 110 volts, 110 volts étant l'électricité d'Hydro-Québec qu'on consomme à la maison. Alors, on a différentes composantes avec différentes capacités énergétiques. La grande majorité des composantes de votre TAG va fonctionner aux 12 volts. Donc, lorsqu'on parle de composantes aux 12 volts, on va parler des lumières, entre autres. On va parler ensuite de ça, de la pompe à eau. On va parler du radio et on va parler de tout ce qui est nécessaire dans une utilisation quotidienne de la TAG. Et on va avoir certaines composantes qui vont nous donner un niveau de confort supplémentaire qui, eux, vont fonctionner uniquement au 110. Dans ce cas-ci, la TAG est équipée du four micro-ondes, de l'air climatisé et d'un chauffage aux plaquettes qui fonctionne uniquement au 110 volts, donc l'énergie d'Hydro-Québec. Ce qui est à savoir, c'est que lorsqu'on veut être autonome ou lorsqu'on veut utiliser notre unité dans un contexte sans électricité ou sans service, à ce moment-là, on doit avoir une batterie. Cette batterie 12 volts-là sert de réservoir énergétique. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on a quand même beaucoup de questions au niveau de la capacité des batteries, de l'autonomie qu'on peut avoir. Et je pense que la meilleure manière qu'on peut figurer la réserve énergétique d'une batterie, c'est de comparer à des bouteilles d'eau. Donc, par élément standard, on équipe la TAG ou les roulottes avec une batterie de groupe 24. Pour vous mettre un petit peu en comparaison, qu'est-ce qu'est une batterie de groupe 24? Bien, ça serait une bouteille d'eau comme celle-ci qui vous permettrait d'avoir l'eau nécessaire pour une utilisation tout à fait normale dans un quotidien. Donc, c'est une batterie avec un réservoir qui est limité. Si on veut utiliser notre TAG dans un mode autonome, pousser notre expérience, on a le choix à ce moment-là d'aller chercher différentes grosseurs de réservoirs, donc différentes capacités de réservoirs et aller même chercher un très, très gros réservoir qui serait à ce moment-là, qui vous accompagnerait dans votre utilisation autonome de la TAG. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez faire. Et à ce moment-là, bien, on monte un projet qui est en conséquence, donc un projet énergétique qui est en conséquence de votre besoin. Dans le cas présent, la TAG, elle est quand même très peu énergivore. Qu'est-ce qui va consommer de l'énergie 12 volts alors que nous sommes en camping sauvage ou en boondocking, comme on appelle? Bien, il va y avoir les lumières, il va y avoir le ventilateur, le plafonnier, il va y avoir entre autres aussi à l'arrière la pompe à eau et ce sont vraiment les trois composantes majeures qui vont consommer de l'énergie. Donc, on a quand même une roulotte qui est compacte et très peu énergivore. Donc, pour en faire un projet, pour vous mettre une autonomie complète, on serait capable d'aller vous accompagner là-dedans. Maintenant, je vous amène à la batterie. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une connexion qui est typique au niveau de la batterie et je veux que vous en soyez informés. Donc, une batterie est composée de deux pôles. Vous avez les pôles positives et négatives. Ces pôles-là sont bien sûr importants dans l'ordre où est-ce qu'on va aller connecter nos fils. Typiquement, vous avez ces fils-là au niveau de votre TAG. Donc, vous avez deux ensembles de filages indépendants l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de filages qui va être amené au circuit électrique à l'intérieur de l'unité, donc au boîtier électrique qui ensuite de ça va diffuser l'électricité aux différentes composantes. Et on a un deuxième filage qui, lui, va être connecté au niveau du contrôleur et des panneaux solaires. Donc, votre TAG est équipé de panneaux solaires et ceux-ci, pour pouvoir charger la batterie, doivent être bien sûr connectés à la batterie. Donc, il y a entre les panneaux solaires et la batterie un contrôleur électrique qui va lui contrôler. Donc, le contrôleur va contrôler l'ensemble des besoins énergétiques en charge en fonction de la capacité du panneau solaire de puiser cette énergie-là.
Donc, pour faire la connexion électrique, on a deux fils. On a le fil rouge qui est le fil positif. Dans ce cas-ci, on a mis une rallonge avec un protège-circuit ici qui va être doté là d'une fusible. On va mettre une fusible 25 ampères. Donc, pourquoi qu'on met une fusible 25 ampères? Parce que notre circuit intérieur au niveau de l'unité, c'est un circuit de 30 ampères. Donc, on ne veut pas mettre une fusible qui est plus forte que le circuit intérieur de votre TAG, donc le circuit électrique 12 volts. Pourquoi? Parce que s'il y avait un enjeu au niveau de la batterie, bien, on veut que ça soit la fusible ici qui prenne le choc ou la surcharge et non pas votre panneau électrique 12 volts à l'intérieur de votre unité. Donc, la première étape, c'est d'y insérer la fusible. Donc, vous avez une fusible au niveau du circuit des panneaux solaires, comme je viens juste de vous mentionner. Et on va insérer une fusible également au niveau du circuit électrique de votre unité. Donc, une seconde fusible de 25 ampères. Ensuite de ça, je vais aller connecter mes fils selon la bonne position. Donc, le fil rouge de votre unité doit être connecté sur la borne positive de votre batterie et le fil blanc, qui est le fil de mise à terre ou le ground, doit être connecté sur la borne négative de votre batterie. Donc, je vais commencer par connecter mes deux fils positifs en les collant ensemble. Donc, pourquoi qu'on vous parle de cette étape-là? Bien, probablement parce que lorsque vous allez faire votre hivernisation et votre déshivernisation, vous allez retirer votre batterie au niveau de votre TAG ou de votre roulotte. Donc, à ce moment-là, quand on fait la réinstallation, on veut s'assurer comment connecter notre batterie. Donc, je vais aller connecter ensemble mes deux fils positifs et je vais aller serrer ici mon boulon de manière sécuritaire. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de vibration. Je pourrais même prendre un petit outil là, pour aller donner un petit coup de force pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de lousse au niveau de mon boulon et que ça se défasse avec la vibration en roulant. Et ensuite de ça, je vais aller connecter ma borne négative au niveau de ma TAG. Vous avez vu, ça fait une petite étincelle, c'est normal, le courant s'y achemine. Et je vais pouvoir mettre mon boulon. Ce qui est important de savoir au niveau des batteries, c'est surtout la consommation et la capacité énergétique que celle-ci nous amène. Je vous ai parlé de différents niveaux de réservoirs précédemment. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut vous dire, c'est que votre réservoir est en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Une batterie à l'acide a un réservoir quelconque. Dans ce cas-ci, notre batterie de groupe 24 a un réservoir de 70 ampères-heure. Ça veut dire qu'on peut faire fonctionner, donc elle peut acheminer l'énergie nécessaire au fonctionnement de nos appareils jusqu'à une consommation totale de 70 ampères-heure. Cependant, ce qui est à savoir au niveau d'une batterie à l'acide, c'est qu'alors qu'on dépasse ou qu'on va au-dessus de 50% de sa capacité, on commence à l'user et on commence à l'endommager. Donc, on ne veut pas outrepasser 50% de notre capacité de batterie parce qu'on ne veut pas l'endommager. Dans ce cas-ci, dans l'exemple qu'on a devant nous, la batterie elle a 70 ampères-heure environ d'énergie disponible. On divise par 2, donc on va avoir une capacité énergétique avec cette batterie-là de 35 ampères-heure, donc 50% de notre capacité de batterie, qui vont pouvoir aller alimenter nos différentes composantes à l'intérieur de votre unité. On va parler des composantes une à une alors qu'on va continuer notre tournée, mais il fait partie de votre devoir de comprendre la consommation énergétique des composantes que vous utilisez afin de ne pas outrepasser la capacité totale de la batterie, à la fin de ne pas user la batterie. Alors, mais ce qui est intéressant, comme je vous ai dit d'ores et déjà, c'est que la Terre consomme quand même très peu d'énergie, donc on peut vraiment se lancer dans une autonomie en ayant une bonne connaissance de nos composantes et en ayant le bon réservoir. Encore là, ça dépend de l'utilisation qu'on a fait. L'autre aspect que je veux amener à votre connaissance, c'est que on a ici un circuit électrique qui est protégé avec les fusibles, on en a mentionné, et on a également un interrupteur. Donc, on est capable d'aller isoler la batterie du circuit de votre unité. Donc, l'interrupteur permet de isoler ou de mettre en système la batterie. Comme par exemple, actuellement, je viens de mettre l'interrupteur en position marche. Donc, vous avez vu, mes deux pôles de batterie pointent vers le vert de notre témoin, c'est-à-dire que notre interrupteur est en position marche, est à on, si vous me permettez l'expression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, ma batterie fait partie du circuit électrique 12 volts de ma tag. Si je ferme mon interrupteur,
bien, à ce moment-là, je viens de isoler ma batterie. Ma batterie ne fait plus partie du circuit électrique 12 volts. Et si je suis en mode autonome, bien, je n'aurai pas l'électricité 12 volts qui se rendrait à l'intérieur, donc aux différentes composantes de mon unité. Donc, qu'est-ce qui arrive quand notre batterie ou quand on n'a pas d'électricité 12 volts? Bien, le premier élément à vérifier, c'est de savoir si notre interrupteur est en position marche, est à on. Ensuite de ça, si pour une raison ou une autre, on se rend compte qu'on n'a toujours pas d'électricité à l'intérieur, électricité 12 volts à l'intérieur de notre unité, bien à ce moment-là, on va venir voir la fusible. Et vous voyez à l'intérieur de la fusible, on a un petit circuit, on a un petit filon métallique qui est juste ici. Donc, ce fil de cuivre-là permet d'assurer la sécurité du système. Donc, si lui, il est brûlé, bien, le pont ne se fera plus à l'intérieur de la fusible. À ce moment-là, ce que ça nous dit, c'est que, d'une part, la fusible est brûlée, donc la capacité énergétique ne se rend pas à l'intérieur de votre TAG. Donc, ou de votre roulotte. Ce que ça veut dire, c'est lorsque vous n'avez pas d'électricité, donc lorsque vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur, vous devez vérifier ces composantes-là, à savoir, est-ce que j'ai mes fusibles en fonction et est-ce que j'ai mon interrupteur en position marche. L'interrupteur en position marche est important également pour un autre concept, donc pour le concept de la charge de la batterie. Qu'est-ce qui va charger votre batterie? Bien, on a deux modes de charge de batterie à l'intérieur de la TAG ou de votre roulotte. On a les panneaux solaires sur lesquels votre unité est équipée et on a également l'électricité 110 volts. Donc, je vous ai parlé il y a quelques minutes que votre unité était composée d'un système électrique double, donc un système électrique de 12 volts et de 110 volts. Ce que ça veut dire que vous avez la capacité énergétique qui vient d'un côté ou de l'autre pour les composantes 12 volts. Lorsqu'on est connecté à notre circuit électrique 110 volts, eh bien, on vient acheminer de l'énergie 110 à l'intérieur de votre unité et cette énergie 110 volts-là est transformée en 12 volts en tout temps. Votre roulotte est équipée d'un convertisseur électrique qui va convertir l'énergie d'Hydro-Québec, donc le 110 volts, en 12 volts en tout temps alors que vous êtes connecté. Ceci va permettre, entre autres, d'aller alimenter toutes les composantes 12 volts à l'intérieur de votre unité et par le fait même, va aller charger la batterie. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on est connecté au mur, lorsqu'on est connecté sur l'électricité 110 volts, on charge notre batterie. Vous ne pourrez pas trop charger votre batterie parce que le système est équipé d'un lecteur de charge, si vous voulez. Et alors qu'on dépasse le voltage nécessaire au niveau de la batterie, bien, le contrôleur électrique va cesser d'envoyer l'électricité. Donc, il va y avoir un trop-plein d'énergie et l'électricité ou la batterie va arrêter d'absorber cette énergie-là parce qu'elle n'aura plus de place. Donc, c'est comme si le réservoir était plein. Par contre, si pour une raison ou une autre, il y a une défectuosité technique, mais sachez que c'est la fusible à ce moment-là qui va brûler ou vous allez avoir là un enjeu où est-ce que vous n'aurez plus d'électricité 12 volts à partir de la batterie, mais vous allez toujours avoir de l'électricité 12 volts à l'intérieur à partir du convertisseur électrique. Donc, votre TAG vient avec ce fil électrique 110 volts-là. Elle est équipée de celui-ci. Je vais vous le montrer parce que je veux vous amener une petite composante qui est intéressante. Donc, vous avez au niveau de votre fil 110 volts une lumière rouge qui est juste ici. Cette lumière-là vous dira en tout temps, et ça sera un témoin pour vous dire que l'énergie 110 volts se rend à votre unité et que le fil n'est pas défectueux ou que votre prise électrique n'est pas défectueuse. L'autre chose, comme vous le voyez ici, c'est une connexion 30 ampères. Qu'est-ce qu'une connexion 30 ampères? Bien, c'est une connexion qui est typique pour la capacité énergétique de votre roulotte. Donc, si vous avez à faire une réservation au niveau d'un camping, des fois, vous vous faites poser la question, est-ce que vous voulez du 50, du 30 ou du 15 ampères? Bien, idéalement, si vous voulez ou si vous pouvez prendre du 30 ampères, à ce moment-là, vous allez avoir la capacité énergétique pour faire fonctionner l'ensemble de toutes les composantes de votre unité, incluant le micro-ondes, la chaufferette ou, bien sûr, l'air climatisé. Mais vous voyez ici, c'est une plug qui est typique et différente de ce qu'on est habitué de voir sur nos composantes de maison parce que c'est une plug 30 ampères. Alors, au niveau de la connexion ou de l'utilisation électrique, vous pouvez prendre du 30 ampères, comme je viens de vous le mentionner, ou vous pouvez aller
en deçà aux 15 ampères. Donc, 15 ampères qui est une force murale typique qu'on a dans nos maisons. Donc, si vous connectez une lampe à la maison dans votre prise électrique, bien, vous allez avoir normalement une connexion sur un circuit de 15 ampères. Comment qu'on fait pour se connecter sur ce circuit de 15 ampères-là? Bon, on va utiliser un adapteur qui va transformer l'embout en embout typique à 3 pointes qu'on va pouvoir connecter dans le mur. Donc, ce qui me permet de vous dire que vous pouvez soit utiliser un circuit de 15 ampères ou de 30 ampères, idéalement un circuit de 30 ampères qui va nous permettre de faire fonctionner en même temps les composantes de la TAG, dont l'air climatisé et le micro-ondes, mais ne dépassez jamais 30 ampères. Donc, on ne se rend pas sur un circuit de 50 ampères sans avoir une composante qui n'est pas avec la TAG actuellement qui permettrait de changer le courant de 50 à 30. Alors, on ne se connecte pas sur un circuit de 50, on se connecte sur un circuit maximum de 30 ampères ou 15 ampères si on n'a pas le choix. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de la connexion énergétique. Ce que je veux vraiment que vous sachiez, c'est que lorsque vous êtes connecté à l'électricité 110 volts, lorsque vous êtes connecté à Hydro-Québec, vous avez une autonomie complète au niveau de votre unité. Pourquoi? Parce que le 110 volts est transformé en 12 volts avec le convertisseur électrique. Et non seulement est-il transformé en 12 volts, mais il va aller également charger la batterie. Donc, on va avoir une batterie qui va se charger en même temps. Je vous ai parlé d'une autre composante qui va charger votre batterie, c'est les panneaux solaires. Alors, votre unité est équipée de panneaux solaires. Dans ce cas-ci, ce sont des panneaux de 130 watts. Donc, ce panneau-là va aller par beau temps, par situation où est-ce que la lumière du soleil se rend au panneau, va charger votre batterie dans une capacité maximum de 11 ampères par heure. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé qu'on avait une capacité dans la batterie, dans l'exemple actuel de 70 ampères, mais on ne veut pas dépasser 50 % de la capacité, donc on tombe à 35 ampères de disponible. Et bien, le panneau solaire, si vous êtes en boondocking dans un environnement qui est quand même idéal, bien, lui va charger une capacité de 11 ampères par heure entre 10 heures et 3 heures. On le verra un petit peu plus tard lorsqu'on va parler des panneaux solaires. Un autre point que je vais attirer votre attention, c'est lorsque vous êtes stationné ou lorsque vous entreposez votre unité pendant une longue période de temps ou vous revenez d'une fin de semaine, bien, ce qu'on vous suggère d'une part, c'est si c'est possible, c'est de connecter votre TAG à l'aide de votre fil, de votre connexion électrique sur un circuit 110 volts à la maison et la laisser connecter en tout temps. On ferme l'ensemble des composantes et on laisse notre unité connectée. Si ce n'est pas possible, ce qui est important de faire à ce moment-là, bien, on va vous suggérer de bien charger la batterie. On va charger la batterie à l'aide, encore une fois, de la connexion soit 110 volts ou des panneaux solaires. Idéalement, on va aller se connecter notre unité pendant une période de 24 heures. Une fois qu'on a connecté votre roulotte sur l'énergie d'Hydro-Québec, donc le 110 volts pendant 24 heures, à ce moment-là, vous pouvez la déconnecter et aller fermer l'interrupteur. Donc, on a parlé de l'interrupteur il y a quelques secondes. C'est bien important de fermer l'interrupteur lorsqu'on veut entreposer notre unité ou si on la stationne pendant la semaine. En fermant l'interrupteur, on n'aura pas de composante électrique qui va aller consommer de l'électricité de la batterie et on n'aura pas à ce moment-là une batterie qui va se décharger inutilement. Par contre, je veux que vous sachiez une petite chose, c'est que votre batterie va se décharger naturellement. Donc, votre batterie a un état de décharge naturel qui va aller chercher jusqu'à 20 % de sa capacité par période mensuelle. Donc, sur une période de 30 jours, alors qu'elle est entreposée et non utilisée, votre batterie va se décharger jusqu'à un potentiel de 20 % de sa capacité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on laisse stationner notre roulotte pendant des mois et des mois et des mois, bien, on va arriver à un point où est-ce qu'on va endommager notre batterie parce que naturellement, celle-ci va s'auto-consommer. Donc, super important de faire une charge constante si on entrepose notre batterie, comme par exemple pendant l'hiver ou comme par exemple si on n'utilise pas la roulotte pendant une certaine période de temps. Je vous rappelle que pour charger votre batterie, il est primordial que l'interrupteur soit ouvert. Si l'interrupteur n'est pas ouvert, bien, vous avez isolé. Donc, si je ferme mon interrupteur, comme je vous ai dit, vous isolez votre batterie du circuit électrique. Donc, on isole la batterie de sa capacité de se faire charger. La batterie ne chargera pas. Pour charger la batterie, l'interrupteur doit être absolument en route. Donc, en position on, les deux pôles vis-à-vis la position verte de l'interrupteur.
Certaines questions qu'on a également, c'est oui, mais est-ce que mon véhicule charge ma batterie? Bon, ça, c'est une excellente question. Je vais avoir deux volets à cette réponse-là. D'une part, lorsqu'on fait le filage 12 volts au niveau de votre véhicule, on va bien sûr se connecter au niveau des bornes de la batterie. Donc, on va se connecter à une source énergétique qui est tout de même très forte. Par contre, le filage qu'on amène en arrière réduit de beaucoup sa taille ou sa capacité à transporter de l'électricité par rapport à un filage de batterie standard qui est de l'alternateur de votre véhicule au pot de la batterie. Donc, on amène d'une part un bas ampérage à l'arrière de votre véhicule. Ensuite de ça, on vient faire une connexion au niveau de votre véhicule et de la roulotte. Donc, on vient créer, encore une fois, un effet de restriction. Donc, ici, c'est un fil typique là, qu'on va aller connecter sur le véhicule pour qu'on puisse alimenter là, en lumière et en énergie et même pour les freins électriques, là, la roulotte. Mais on a encore une perte de courant qui se fait ici. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est rendu à la batterie, on va peut-être avoir l'équivalent de 1-2 ampères-heure de capacité de recharge. Donc, c'est très, très peu. On appelle ça une capacité de maintien de charge. Donc, votre véhicule ne chargera pas. En fait, il va charger, mais à très, très basse force, la batterie. Pas assez pour dire que si on fait, exemple, un tour de route, que notre batterie va être chargée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se déplace puis qu'on connecte notre batterie au niveau, donc qu'on connecte notre véhicule et notre roulotte ensemble, on va maintenir la charge de notre batterie, ce qui fait en sorte que lorsqu'on va arriver à destination, bien, on n'aura pas perdu de charge, on n'aura pas perdu de la capacité énergétique de la batterie. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que notre connexion de véhicule à roulotte, oui, va charger la batterie, mais à très, très faible intensité, pas assez pour refaire une charge complète de notre unité, à moins qu'on roule pendant des heures et des heures, voire pendant, vous pouvez faire le calcul, 70 ampères, la capacité totale théorique de la batterie, divisé par 1 ampère et demi que le véhicule va charger, bien, il faudrait rouler pendant 70 heures pour arriver à faire une charge complète. Donc, comme je vous dis, c'est très, très peu. C'est pas l'élément de charge optimum pour votre TAG ou votre roulotte. C'est vraiment là, la charge de l'électricité 110 volts ou des panneaux solaires là, qu'on va utiliser, qui va être prédominante pour pouvoir charger votre batterie. Donc, le concept énergétique, comme je vous ai dit, fait partie du folklore et de l'utilisation de votre roulotte. Plus vous aurez une connaissance de celle-ci et bien sûr une connaissance de la consommation énergétique des différentes composantes de votre roulotte, de votre TAG. Bien sûr, je dis roulotte parce qu'on va prendre ce segment-là puis on va l'appliquer à nos autres unités. Donc, c'est pour ça que je parle de TAG et de roulotte. Nos autres unités étant la TAB, la 400, le Cirrus, etc. Donc, on va reprendre ça. C'est pour ça que je parle de roulotte et de TAG. Donc, c'est pour ça que j'utilise les deux termes. Mais tout ça pour dire que ça fait partie du folklore et de la connaissance que vous devez acquérir au niveau de l'utilisation de votre roulotte. Et puis, bien sûr, c'est pas dangereux quand on prend les soins, les précautions de faire ça étape par étape. Donc, les précautions, c'est que lorsque je me connecte sur ma batterie, lorsque je connecte mes fils sur la batterie, je ferme mon interrupteur, je connecte le positif et ensuite de ça, je connecte mon négatif. Et puis, bien sûr, après ça, je rouvre mon interrupteur pour avoir la batterie qui fait partie du circuit électrique. Et aussi, lorsque je vous ai mentionné, ou un autre petit truc que je peux peut-être vous rappeler, c'est que si vous enlevez votre batterie, bien, vous pouvez identifier vos fils avec un plus et un moins pour que lorsque vous allez refaire cette connexion-là, bien, il n'y ait pas de confusion là, par rapport à la connexion de la batterie au circuit électrique de votre unité. Bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez, vous ne vous gênez pas. Notre objectif, c'est que vous ayez les connaissances de base, les connaissances qui vous permettent d'avoir confiance dans l'utilisation de celle-ci. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué, c'est pas dangereux. Il s'agit juste de bien faire les étapes une après l'autre là, pour s'assurer là, de maximiser la consommation ou l'autonomie de la batterie et bien sûr de ne pas arriver dans un mode de déception parce que effectivement, ça peut être décevant si on arrive à destination puis notre batterie est morte. Puis bien sûr, on est en circuit autonome, bien à ce moment-là, on peut, comme je vous dis, vivre une certaine frustration. Mais bon, enfin, si vous faites ces étapes-là, je pense que ça va très, très bien aller et notre expérience nous permet de conclure que ça va super bien aller. Vous pouvez finalement équiper votre roulotte avec un lecteur de voltage qui va vous permettre là, d'avoir une lecture constante là, de l'état de votre batterie.
Voilà, alors ça fait un petit peu là, le tour du circuit 110 volts et 12 volts de votre unité. Lorsqu'on va continuer notre tournée, on va se rendre au panneau électrique. Donc le panneau électrique, où est-ce que les disjoncteurs et les fusibles des différentes composantes, où est-ce que tout se connecte au niveau électrique sur la roulotte. Et bien sûr, on va repartir là, un petit peu là, dans ce sujet de discussion-là au niveau de la batterie et de l'autonomie. Faites juste comprendre que la batterie est en fonction de votre besoin. Si vous avez un grand besoin d'autonomie, on doit ajuster votre projet en fonction d'avoir la bonne réserve. Je vous ai parlé de réserve. La réserve, c'est comme si vous aviez une bouteille d'eau et vous faisiez la traversée du désert. Si vous pensez de ne pas avoir de source d'eau en chemin, on va grandir, on va augmenter notre capacité de réserve pour bien sûr ne pas manquer d'eau, ne pas manquer d'énergie dans ce cas-ci au niveau de la batterie en route d'utilisation. Alors, ça nous permet de continuer au niveau de notre tournée. Alors, voici la hausse de la bûchette extérieure que je vous parlais. Cette hausse-là est équipée d'un embout à connexion rapide qu'on va aller connecter sur le réceptacle qui est à l'intérieur de la TAG. Et puis ici, vous avez un connecteur à visière que vous êtes habitué de voir là, sur des types hoses, donc sur lequel on va aller là, installer le pistolet qui va servir là, d'embout pour la douchette. Alors moi, mon objectif à ce moment-ci, c'est de vous montrer comment on connecte l'embout rapide au réceptacle à l'intérieur de votre TAG. Donc, on va ouvrir, voyez-vous ici, c'est un embout à connexion rapide. On va ouvrir en le poussant vers le fond et on va aller insérer le connecteur. Et lorsque c'est barré, bien sûr, c'est barré en place, on ne peut pas le retirer. Pour le retirer, c'est aussi simple que pour le connecter. On vient ouvrir en appuyant un petit peu vers le fond. On vient ouvrir le réceptacle et ça va nous permettre de libérer le connecteur. Lorsqu'on a fini de l'utiliser, bien sûr, ici, on va aller le remettre en place et c'est serré. Donc, cette douchette-là est alimentée par l'eau. Alors, bien sûr, l'eau provient de deux possibilités au niveau de votre TAG. Ce sont deux possibilités indépendantes l'une de l'autre. On a soit la connexion à la hose, donc à l'aqueduc, ou on a le réservoir d'eau qu'on va remplir, qui va nous donner l'eau, qui va nous servir l'eau utilitaire, ni plus ni moins. Donc, cette portion-là est barrée. On va la débarrer. C'est votre troisième clé au niveau du porte-clés que vous avez. Il s'agit de la clé qui est identifiée par le chiffre 751. C'est cette clé-là qu'on va prendre ici pour venir débarrer le portillon. Alors, je vais aller chercher la clé. Alors, j'ai ma clé identifiée avec le chiffre 751. Ça me permet de vous dire que ce sont des petits... des petites serrures, alors n'hésitez pas à les graisser. On a toutes sortes, on a des graisses ici qu'on recommande, mais ça peut être une graisse également là, que vous avez à la maison. Je me permets de vous dire que du WD-40, ce n'est pas une graisse, c'est un dégraisseur. Alors on ne met pas de WD-40, on met vraiment un lubrifiant, une graisse qui va permettre là, de s'assurer que la rouille ne s'installera pas à l'intérieur de la serrure ou du loquet là, de votre portillon qui est juste ici. Alors, si vous regardez, vous avez ici deux ouvertures ou deux connexions utilitaires. On a la première qui est juste ici, qui est l'accès au réservoir. Donc, qu'est-ce que l'accès au réservoir? Bien, c'est la manière qu'on va remplir notre réservoir d'eau. Alors, comment on fait pour remplir notre réservoir d'eau? Bien sûr, on pourrait prendre une cruche et le remplir, mais normalement, on le fait avec une hose. Donc, on prend notre hose, on vient la rentrer à l'intérieur ici du tuyau qui va nous permettre d'aller remplir le réservoir. Une fois que le réservoir est plein, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se vide d'air. Donc ici, vous avez un vent, donc un évent. Cet évent-là permet à l'air qui est situé à l'intérieur de votre réservoir de sortir alors qu'on le remplit parce que l'eau va aller prendre la place de l'air dans le réservoir. Une fois qu'il est plein, vous allez avoir de l'eau qui va sortir d'ici. Vous allez même avoir de l'eau qui va déborder de votre tuyau juste ici. Ça va vous dire qu'il est plein. Une fois qu'il est plein, on revisse notre bouchon en place et ça nous permettra d'utiliser notre eau à l'intérieur du réservoir par la pompe qu'on va voir dans quelques secondes. L'autre manière d'utiliser l'eau, c'est si vous êtes connecté au service à l'emplacement où vous êtes,
vous allez avoir votre hose comme celle-ci. Cette hose-là, c'est une hose blanche, comme vous voyez ici. Pourquoi qu'on vous montre la hose? Bien, on vous permet de vous dire que c'est une hose dans laquelle le champignon ne se formera pas. Donc, c'est une hose là, de VR, contrairement aux hoses de jardin, les hoses typiquement vertes, dans lesquelles il peut y avoir des champignons qui se forment. Mais dans celle-ci, il n'y a pas de champignons qui peuvent se former. Alors, on va suggérer d'utiliser ce type de hose-là pour votre utilisation là, de l'eau. Alors, ce qui est à savoir au niveau de l'eau et au niveau des campings, c'est que la pression d'eau peut être très, très variable à l'intérieur d'un camping. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si pour une raison ou une autre, l'ensemble des gens de la communauté autour de vous commencent à utiliser l'eau et à fermer l'eau, il peut y avoir des coups de bélier qui se créent. Qu'est-ce qu'un coup de bélier? Bien, c'est une augmentation subite de la pression d'eau et celle-ci, elle est transférée de par le tuyau à votre connexion, à votre plomberie à l'intérieur de l'unité et ça va faire des dégâts majeurs. Pour empêcher que ces coups de bélier-là viennent affecter la plomberie de votre unité, vous avez ici un réducteur ou un régulateur de pression qui est fourni avec votre TAG. C'est super important de toujours l'utiliser. Pas une fois de temps en temps, toujours. Alors, je vous suggère de le laisser après votre hausse, ce qui vous permettra de ne pas l'oublier parce que votre hausse, techniquement, ne sortira pas de votre unité, à moins là, lorsque vous allez faire l'hivernisation. Donc, dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment on suggère de le faire. On va aller connecter notre régulateur de pression d'eau. Il y a différents types de régulateurs de pression d'eau. Bien sûr, c'est un modèle parmi tant d'autres. Il y a des gens qui préfèrent celui qui est en bronze. Effectivement, il est peut-être de meilleure qualité, mais au moins vous en avez un. Et si vous choisissez d'aller chercher celui qui est en bronze, bien, écoutez, sachez qu'on peut vous le proposer ici, mais on garde quand même celui-ci dans la roulotte. Donc, ce qui nous permet de dire, si jamais on ne l'a pas, bien, on en a un qui est en échange, qui est présent. Donc, celui-ci va nous permettre d'aller se connecter à l'aqueduc. Donc, je vais aller me connecter juste ici à la hausse. Et je vais amener à ce moment-là ma hausse. Alors, on vient connecter notre hausse. Pourquoi qu'on connecte le réducteur de pression à l'autre embout? Parce que vous allez voir ici, je vais aller connecter ma hausse. Donc, on va aller visser le connecteur côté TAG sur ma hausse. On va le visser, bien sûr, assez serré là, pour pas que ça coule. Et puis, je vais aller, ça va me permettre d'ouvrir mon petit portillon et de passer ma hausse à l'intérieur et de fermer tout ça de manière très, très propre. Donc, lorsqu'on est installé, on ne veut pas avoir de nos portes là, qui rouvrent et qui ferment. Donc, en ayant mon connecteur de l'autre côté, ça me libère l'espace pour passer seulement que ma hausse. Et à ce moment-là, ça me permet d'aller fermer mon portier en place. Et c'est très propre. Donc, c'est un petit peu l'objectif là, de mettre le régulateur de pression d'eau de l'autre côté. Alors, je vous ai parlé de pompe à eau. Donc, je vous ai dit, on a soit un système d'eau qui nous est acheminé par l'aqueduc, donc par la hose, donc par la connexion à un système d'eau extérieur, où on a rempli notre réservoir d'eau en remplissant par l'encavure qui est juste ici, par le tuyau qui est juste ici, notre réservoir d'eau. Une fois que notre réservoir d'eau est plein, le réservoir il est situé ici. Donc, ce réservoir-là d'eau, il est situé, donc on voit l'extrémité, mais il est fait sur le sens de la largeur, donc il va chercher l'ensemble de la largeur de votre TAG. Donc, une fois que lui est plein, à ce moment-là, ça nous permet d'utiliser la pompe. Donc, la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est juste ici. Elle sert à aller puiser l'eau dans le réservoir et l'acheminer à vos composantes, que ce soit votre évier intérieur ou que ce soit, bien sûr, votre douchette extérieure. Donc, une des bonnes pratiques qu'on a au niveau de l'utilisation de votre TAG, c'est une fois qu'on a fait des longues routes, on veut s'assurer que nos connexions sont bien vissées. Donc, je vous encourage, lorsque vous faites votre installation, à aller juste vérifier que l'ensemble de toutes les composantes sont bien en place, ce qui nous permet d'éviter des fuites d'eau ou des dégâts, alors là, que nous ne sommes pas présents. L'autre élément de bonne pratique que je me permets de vous dire, c'est que lorsque vous n'êtes pas proche de votre roulotte ou durant la nuit,
n'hésitez pas à fermer l'eau. Donc, si vous êtes connecté sur l'aqueduc du centre de plein air où est-ce que vous êtes ou du camping, n'hésitez pas à aller fermer l'eau durant la nuit. Donc, si pour une raison ou une autre, il y a une urgence, mais cette urgence-là ne viendra pas créer un impact à votre TAG, elle ne viendra pas corrompre l'eau ou du moins verser de l'eau à l'intérieur. Vous allez être capable d'y répondre lorsque vous allez reconnecter, vous allez remettre votre eau en route le lendemain. Alors, je vous suggère fortement, en bonne pratique, de fermer l'eau alors que vous couchez ou alors que vous quittez votre TAG pour éviter des problèmes là, qui seraient peut-être liés là, à une connexion au niveau de la plomberie. Par contre, je ne veux pas être alarmant parce que ce qui est à savoir, c'est que les connexions au niveau de la plomberie sont très bien faites. Vous avez des cols de serre partout, vous avez des Quick Connect. Bref, c'est une plomberie qui est vraiment de belle qualité, ce qui nous permet de penser qu'il peut ou qu'il n'arrivera pas d'urgence. Cependant, je vous ai parlé des coups de bélier, je vous ai parlé des différents enjeux qu'on peut vivre. Alors, même si c'est de la belle qualité de plomberie, bien écoutez, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Alors, en bonne pratique, on essaie de faire attention. Alors, comment fonctionne la pompe? Bien, la pompe, bien sûr, elle doit être alimentée par l'électricité. Dans ce cas-ci, c'est une pompe qui fonctionne aux 12 volts. Qui ou quoi va alimenter votre pompe? Bien, c'est soit la batterie ou votre convertisseur électrique, parce que bien sûr, le convertisseur électrique transforme l'énergie d'Hydro-Québec en 12 volts. Pour partir de la pompe, c'est très simple. Je vais appuyer sur l'interrupteur de la pompe et ma pompe va partir. Vous l'entendez actuellement, la pompe travaille, elle est en train de bâtir sa pression. Elle va travailler très très fort actuellement parce que le réservoir, il est vide. Alors, elle va travailler jusqu'à temps qu'elle ait épuisé ou jusqu'à temps qu'elle ait fait sortir l'ensemble de l'air à l'intérieur de votre réservoir. Donc, elle va travailler très très longtemps. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire fonctionner ma pompe alors que je n'ai pas d'eau dans le réservoir. L'objectif, c'était de vous montrer que pour pouvoir avoir accès à la pompe, on doit remplir le réservoir. Donc, si je pars ma pompe et que mon réservoir est vide, bien, je ne serai pas capable de bâtir de pression dans mon réservoir. Donc, je ne serai pas capable en bon français, d'énergiser ou de primer, donc de pressuriser ma pompe. Pour vous le montrer, comment on pressurise une pompe, je vais remplir le réservoir d'eau pendant que je vais continuer la démo, mais je vais quand même remplir le réservoir d'eau. Alors, notre réservoir est en train de remplir. Ça me permet de vous parler des différentes composantes qu'il y a à l'arrière au niveau de la cuisinette de votre unité. Premièrement, celle-ci, bien sûr, vous avez vu là, la teinte taupe, une teinte très, très riche au niveau de la TAG. Donc, on a la lumière d'accent qui est une lumière qui vient vraiment chercher l'angle intérieur là, de votre cuisine. Et puis, bien sûr, vous avez la lumière, le plafonnier là, que vous êtes habitué de voir qui vient nous éclairer sur notre ensemble. Alors ici, on a notre plaque de cuisson. Je me permets de vous rappeler que pour la plaque de cuisson, vous devez l'allumer avec un allume barbecue, donc avec un briquet. Pourquoi qu'on doit allumer avec un briquet? Bien, étant donné qu'on est dans un air qui est complètement isolé lorsque le haillon est fermé, si pour une raison ou une autre, il y avait une fuite de gaz et que pour une raison ou une autre, on avait ici une batterie qui serait un allumeur automatique, bien, à ce moment-là, on pourrait avoir des enjeux, des dangers potentiels. Donc, si la fuite de gaz se passe et qu'on a ici une petite étincelle au niveau de la batterie, bien, on pourrait avoir une explosion qui est assez rapide. Il faut se rendre compte aussi qu'on a de l'électricité qui est toujours présente dans l'unité. Pas de l'électricité 110 volts lorsqu'on roule, mais de l'électricité 12 volts qui est acheminée par le véhicule, par la batterie, de la TAG. Donc, pour allumer, c'est très, très facile. On va tourner, donc on va appuyer sur l'ajusteur et ça va nous permettre de partir notre briquet et d'aller ajuster la température. Bien sûr, ici, la ligne nous indique de complètement fermer au plus fort quelle température ou la force ou l'intensité là, du brûleur qu'on veut avoir. Je me permets de vous dire que c'est un brûleur de type cuisine, c'est pas un barbecue sur lequel on fait griller des aliments. Alors, lorsqu'on le part, bien, on met notre pot ou notre plaque de cuisson immédiatement dessus. On ne veut pas le laisser chauffer, on n'a pas besoin de le laisser chauffer. Ce type de brûleur-là, ce sont des brûleurs bas à haute intensité. Alors, on part et on dépose notre élément de cuisson dessus. Alors, bien sûr, votre TAG vient avec les différents ronds, les socles sur lesquels on va aller déposer là, nos appareils de cuisson. Celles-ci sont fournies avec la TAG nécessairement. Ensuite de ça,
on a ici notre couleur Yeti. Alors, la grande modification du modèle 2021, c'est vraiment le couleur Yeti qui remplace l'ancien couleur 12 volts. Pourquoi qu'on a changé au niveau du couleur Yeti? Premièrement, parce que le couleur 12 volts était très énergivore et c'était souvent une raison de déception d'utilisation de l'étagé. Donc, la batterie se vidait complètement, on abîmait nos batteries, on remplaçait des batteries. Les gens étaient déçus de l'autonomie que leur TAV procurait et probablement, là, dans certains égards, l'explication au niveau, ou la compréhension au niveau énergétique était peut-être pas à la hauteur. Donc, tout ça mis ensemble, ça faisait en sorte que les gens étaient déçus et on veut éviter les déceptions, bien sûr. Et on pense que l'équilibre, c'est vraiment le couleur Yeti. Pourquoi qu'on a choisi le Yeti? Parce que c'est un couleur de grande qualité. On est capable d'aller chercher pratiquement jusqu'à 5 jours de glace à l'intérieur du couleur avec un sac de glace. Donc, 5 jours, c'est très long. Donc, on va mettre la glace au fond. Et on va avoir là, 5 jours d'autonomie de glace, même dans des températures là, qui sont quand même assez chaudes. Alors, le couleur Yeti de 6,7 gallons vous permet également de le déplacer, donc de le sortir de votre TAG, d'aller le positionner là, à un endroit stratégique, que ce soit à l'intérieur de la dinette ou autre, et dégager de l'espace à l'intérieur de votre TAG là, pour faire votre aménagement, pour faire votre installation, pour aller chercher là, vraiment là, votre setup là, que vous recherchez là, pour pouvoir là, aller être en plein confort lors de l'utilisation de celle-ci. Donc, c'est un couleur avec les 2 poignées qui se transportent super bien et bien sûr là, qu'on peut aller mettre, là, comme je vous ai dit, à un endroit ou à un autre. Donc, ça, c'est une des grosses modifications là, qu'on a là, par rapport à l'unité de l'année précédente. Également, ça nous libère de l'espace parce que si vous vous rappelez, dans les années passées, on avait notre couleur électrique qui était assis sur le sens de la largeur et non pas sur le sens de la longueur. Donc, on avait quand même un espace assez majeur qui était utilisé là, par le tiroir et la caisse du couleur. Dans ce cas-ci, ça nous a libéré quand même beaucoup d'espace pour pouvoir insérer un four micro-ondes. Donc, four micro-ondes là, qui est quand même aussi très demandé par rapport à l'utilisation qu'on en fait avec service. Donc, le four micro-ondes fonctionne au 110 volts. On doit être connecté là, sur une connexion d'Hydro-Québec pour faire fonctionner le micro-ondes. Et donc, le micro-ondes va fonctionner comme celui qu'on a à la maison, là, très facile. Il y a une assiette qui rentre à l'intérieur. Donc, faire attention par contre, si vous êtes sur un circuit de 15 ampères, donc si vous êtes connecté là, sur un circuit de 15 ampères, sachez que le four micro-ondes et l'air climatisé ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est-à-dire que probablement que l'air climatisé le compresseur de l'air climatisé va arrêter parce que le four micro-ondes va avoir une demande qui est plus forte et il va prendre les devants par rapport à l'air climatisé sur son utilisation. Ceux-ci sont sur 2 circuits différents, ils ne sont pas sur le même circuit, en parlant bien sûr d'air climatisé et du four micro-ondes. Donc, c'est pas une question de faire sauter le circuit, c'est vraiment une question de dire, bon, écoute, l'air climatisé va arrêter de fonctionner, puis le four micro-ondes va prendre son envol. C'est peut-être pas idéal pour le compresseur de l'air climatisé, donc on essaie de faire attention. Mais si on est sur un circuit de 30 ampères, donc si on est un circuit là, typique de roulotte, à ce moment-là, ce n'est pas un enjeu. Les deux composantes peuvent fonctionner en même temps, ce qui va faire en sorte qu'on n'aura pas endommagé une ou l'autre des composantes en les faisant fonctionner ensemble. OK, donc notre réservoir d'eau est plein. On l'a fait remplir alors qu'on regardait certaines des composantes de la cuisinette externe. Alors, notre réservoir est plein, ce qui va me permettre de faire partir la pompe. Donc, pour partir la pompe, bien sûr, je l'active. On va laisser à la pompe le temps de consommer l'air qui est à l'intérieur des tuyaux de celle-ci. Une des bonnes pratiques lorsqu'on veut dépressuriser ou lorsqu'on veut pressuriser, la pompe, et non pas la dépressuriser, mais la pressuriser, c'est de mettre de l'eau également dans notre circuit. Donc, à la maison, avant de partir, en se préparant, on connecte notre hose, ce qui nous permet d'avoir de l'eau dans tous les circuits de plomberie de l'unité, donc pas d'air, ce qui va faciliter à la pompe sa capacité là, de se primer. Donc, vous voyez ici, je rouvre mon vent, l'air sort et la pompe est capable de se pressuriser parce que j'ai ouvert mon robinet et j'ai poussé l'air. Donc, de faire circuler l'eau un petit peu.
Dans votre TAG, sur votre TAG, vous avez remarqué, j'ai fermé l'eau, la pompe arrête. Pourquoi? Parce que la pompe, elle atteint une pression, sa bonne pression. Donc, la pompe, elle arrête. Elle va repartir, donc dans quelques minutes, voire peut-être quelques heures, alors que la pression va diminuer. Donc, si on laisse l'interrupteur allumé, peu importe que je rouvre mon robinet ou ma douchette, la pompe va repartir parce qu'elle perd naturellement un petit peu de pression. Donc, la nuit, si vous dormez, bien, il se peut très bien que vous fassiez réveiller par la pompe qui part. À ce moment-là, on vous suggère, en bonne pratique, de fermer l'interrupteur de la pompe alors que vous quittez votre roulotte ou que vous n'utilisez pas l'eau. Pourquoi? Parce que si, encore une fois, on a un enjeu au niveau de la plomberie puis notre pompe est ouverte, bien, elle va penser que c'est comme si vous ouvriez votre robinet ou votre douche et elle va pousser l'eau, et elle va pousser l'eau jusqu'à temps que le réservoir soit vide. Alors, si pour une raison ou une autre, il y a une défaillance au niveau de la plomberie, bien, l'eau va se vider dans votre TAG. On veut éviter ça, bien sûr. Donc, en bonne pratique, on vous suggère de fermer la pompe alors qu'on ne l'utilise pas. Vous avez remarqué, mon évier est rempli d'eau. Alors, la TAG n'est pas équipée de réservoir d'eau grise. On va jeter naturellement l'eau à l'extérieur. Donc, sur votre TAG, juste ici, vous avez le drain du robinet, de l'évier. Alors, je vais l'ouvrir. Ça ne coule pas parce que j'ai mon bouchon qui est encore en place. Donc, je vais l'ouvrir doucement et vous allez voir l'eau qui va couler directement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre évier est directement, l'eau de notre évier est directement évacuée là, par le drain qui est en dessous de la roulotte ici. Il y a des gens qui vont, en bonne pratique, se connecter une petite hose pour éloigner l'eau. Bien sûr, ça, c'est à votre guise, mais je me permets de vous rappeler là, de ne pas utiliser de savon ou de composantes avec du phosphate. C'est bien sûr super important d'utiliser que des composantes biodégradables parce que vous êtes dans des milieux naturels et bon, on essaie de faire notre part, là, bien sûr. Donc, les composantes avec phosphate là, vont aller là, engendrer là, un déséquilibre au niveau là, de l'environnement. Alors que des composantes biodégradables, même si elles coulent à terre, n'iront pas créer un environnement ou n'iront pas créer un impact au niveau là, de la flore, entre autres, et de la faune aussi là, environnante dans laquelle vous êtes installé. Donc, la plomberie, ce qui est à savoir, c'est qu'on a deux types de... on a deux capacités d'eau, soit qu'on a celle-là qui est amenée par le réservoir d'eau qu'on doit remplir avant de partir, ou qu'on a celle-là qui est amenée par la connexion d'aqueduc, donc la hose qu'on connecte. Les deux ne fonctionnent pas ensemble, les deux ne fonctionnent pas ensemble. C'est-à-dire que, idéalement, on ne fait pas fonctionner les deux ensemble, on veut faire fonctionner un ou l'autre. Et puis, ça vous permet là, d'avoir un eau qui va être un eau utilitaire. L'eau des campings et l'eau de votre réservoir, dans la grande majorité des applications, n'est pas à boire. C'est un eau qu'on va se servir de manière utilitaire, soit pour se laver les mains, soit pour faire la vaisselle, bref, ou soit pour se doucher. Cette eau-là, elle est souvent dans les campings, c'est une eau qui est quand même de qualité moindre, avec des éléments là, qui pourraient être très difficiles à digérer au niveau là, de vos personnes, surtout si vous êtes plus ou moins sensible de l'estomac, c'est pas une bonne idée de boire cette eau-là. Et l'eau du réservoir, bien, le réservoir, c'est un réservoir de plastique et c'est très facile que les chloroformes se développent à l'intérieur de celui-ci. Donc, il est vraiment déconseillé de boire cette eau-là. Par contre, ça ne nous empêche pas de le laver une fois de temps en temps. Comment on va le laver? Bien, c'est un réservoir de 10 gallons. Alors, on va mettre une tasse d'eau de javel à l'intérieur de celui-ci. On va remplir, donc on peut mettre une tasse de javel directement à même l'embout qui est ici. On va remplir notre réservoir d'eau par la suite. On va faire fonctionner l'ensemble de nos appareils, notre robinetterie ici. On va faire fonctionner notre douchette et on va laisser reposer ça pendant quelques minutes, ce qui va nous permettre d'avoir l'eau de javel qui va faire son œuvre. Une fois qu'on l'a fait reposer, après ça, on va faire un double rinçage. Donc, on va vraiment remplir, donc on va vider notre réservoir. Comment on vide notre réservoir? Bien, c'est assez simple. On va le vider là, par le drain. Donc, le point le plus bas de votre réservoir, il est juste ici. Ça nous permet d'activer le drain en tournant le petit, juste ici, en tournant le petit embout. Et notre réservoir va se vider. Donc, ça nous permet de vider complètement notre réservoir. Et bien sûr, de faire le rinçage du réservoir.
Le réservoir, il est situé à l'arrière de l'unité. Donc, vous avez remarqué, on a parlé d'être au niveau au début. Si votre unité penche vers le devant, bien, nécessairement, vous ne viderez pas l'ensemble de votre réservoir. On essaie d'incliner votre TAG vers l'arrière pour maximiser la vidange là, du réservoir d'eau. Et ça va nous permettre d'assurer qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de celui-ci. Une fois que le réservoir est complètement vide, bien sûr, on va aller fermer là, notre drain pour ne pas là, faire vider l'eau alors qu'on va en mettre dedans. Donc, un rappel au niveau du nettoyage, une tasse d'eau de javel, on remplit notre réservoir au complet, on active notre douche extérieure, on active notre robinetterie, notre évier. Bien sûr, ensuite de ça, on laisse reposer le tout là, pendant 10 minutes. On fait une vidange complète du réservoir. Une fois que la vidange et l'eau de javel ont complètement été vidées, on va fermer notre drain, on va remplir notre réservoir et on va faire cette étape 2 fois pour vraiment là, aller rincer le nettoyage qu'on vient de faire là, au niveau là, de notre réservoir d'eau propre. Et lorsque c'est fini, bien, on met nos petits chapeaux. Donc, ça me rappelle, à la cuisine, vous avez bien sûr, on a parlé des 2 interrupteurs ici de notre lumière d'ambiance, de notre plafonnier. Ici, on a nos connexions électriques. Donc, ces connexions électriques-là sont de type 110 volts. Donc, on va pouvoir utiliser cette connexion-là électrique, celle-ci, alors qu'on est connecté à Hydro-Québec. Et sinon, on va pouvoir utiliser notre connexion 12 volts qui va être à même l'énergie de la batterie ou du convertisseur électrique, le cas échéant. Je vous rappeler que le convertisseur électrique transforme l'énergie du 110 volts en 12 volts. Pourquoi qu'on a une connexion électrique 12 volts? Bien, on a nos prises USB qui sont des prises 12 volts, bien sûr, donc pour connecter téléphone, intelligent, tablette ou autre. Et ici, on va avoir une connexion de type, probablement que vous vous rappelez là, des allumes-cigarettes qu'on avait dans nos véhicules. Donc, c'est une connexion type. Ça va amener l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les composantes 12 volts. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, écoutez, il y en a une panoplie de composantes 12 volts qu'on retrouve maintenant sur le marché. Ça peut aller, là, même, on a vu là, des petites cafetières 12 volts, pour vous dire. Là. Donc, il y a quand même beaucoup de composantes 12 volts. Pour y avoir là, des petits robots électriques et autres. On vient le connecter dans le socle 12 volts qui est juste ici. Il y a certaines personnes qui utilisent ce socle-là pour rentrer un voltmètre là, dans l'unité pour suivre le voltage de la batterie. Bref, différentes composantes pour différentes applications. On a 2 haut-parleurs extérieurs. Si vous voulez écouter la musique, bien sûr, vous avez vos haut-parleurs extérieurs. Donc, la musique va être diffusée seulement qu'à l'extérieur. On peut choisir de quel haut-parleur on va diffuser la musique à l'extérieur de notre unité. Alors, au niveau du haillon, on a 2 barrures qui sont ici. Ça me permet de vous mentionner que ces 2 barrures-là sont ajustables. Donc, on va s'approcher pour vous montrer ici là, les ajustements possibles. Nathalie, si tu veux juste venir ici, donc, avec un Allen key juste ici, on pourrait ajuster ou serrer notre barrure. Ce que je vais vous demander de faire une fois de temps en temps, c'est juste d'y toucher pour s'assurer qu'elle est bien ferme. La hauteur, même vous pourriez vous mettre un trait blanc, la hauteur à laquelle cette barrure-là est ajustée est quand même assez importante parce que c'est cette barrure-là qui va venir se fixer sur son point. Alors, et c'est ce qui va faire en sorte là, que votre haillon est bien fermé, bien scellé. Alors, la barrure, en fermant, elle tourne et elle vient se barrer là, à la verticale derrière son point fixe. Alors, si elle est lousse, bien sûr, elle va être repoussée et on ne viendra pas sceller le haillon en arrière. On a probablement qu'en présentation, vous avez posé la question à notre équipe à savoir si le scellant ou si c'était quand même bien fait, hermétiquement fait. Bien, moi, je peux vous permettre rapidement de vous dire que ce que vous voyez là, donc au niveau du haillon arrière, on utilise ça depuis 2012 avec nos fameux Silver Shadow, là, pour ceux qui nous suivent là, depuis plusieurs années. Et à ce moment-là, nos teardrops, nos gouttes d'eau, les Silver Shadow étaient bien sûr là, équipés du haillon en arrière. Et c'est cette même méthodologie-là qu'on utilise depuis. C'est une méthodologie dans laquelle on a extrêmement confiance. On n'a jamais eu d'enjeu à proprement dit au niveau là, de la qualité là, hermétique là, de ce procédé-là. Alors, ici, on a une bande de vinyle de très, très épaisse
qui vient lier l'ensemble de notre structure. Cette bande de vinyle-là, elle est protégée par une structure intérieure et une structure extérieure. Cette structure intérieure et extérieure-là, bien sûr, elle est scellée autant avec un joint de finition qu'avec un scellant au niveau structurel en tout. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on vient visser en place notre structure, bien, on a un scellant. Vous voyez ici, on a une résine, là, on a une gomme, on a de la résine là, qui est sortie de la vis. Ça, c'est pour s'assurer là, que tout est bien scellé. Et puis, ce qui fait en sorte qu'on a une barrière, là, une protection contre l'eau qui est à la hauteur de la qualité de votre TAG. Et même ici, au niveau de nos joints, de notre scellant, bien, lorsque ça s'appuie l'un contre l'autre, on vient vraiment fermer en part. Vous avez vu, lorsque je la barre, si vous regardez ici, là, on vient vraiment serrer l'un contre l'autre et c'est très, très bien scellé. Il s'agit de s'assurer là, que lorsqu'on fait notre entretien ou notre maintenance, que nos vis sont bien vissées. Et puis, typiquement, là, au risque de me répéter, on est vraiment dans un environnement de belle et grande qualité. Je vous ai parlé ici de la structure du haillon en arrière. Ça me permet de revenir un petit peu sur l'entretien de votre TAG. Votre TAG, elle est montée. La manière que c'est monté une TAG, bon, écoutez, c'est une structure. On commence par le plancher. Donc, on fait toute la fondation, comme une maison, si on veut. Donc, on travaille notre plancher, on travaille notre fondation. Ensuite de ça, on monte nos modules intérieurs et on vient fermer notre coquille. Donc, nos murs sont à côté sur notre plancher, c'est scellé en place. Ensuite de ça, nos murs de chaque côté, ils ont une cise, comme si vous voyez ici mes pouces étaient une cise. Et sur cette cise-là, bien, on vient fermer notre toit, ni plus ni moins. Alors, c'est vissé en place. En fait, c'est collé avec une époxy industrielle et ensuite de ça, on vient visser ça en place. Et le tout, c'est toujours fait avec des étapes pour sceller, mais c'est pas grave parce qu'on est à l'extérieur de notre structure. Donc, on est vraiment sur la partie externe de la structure lorsqu'on fixe tout ça en place. Il reste que pour avoir une finition qui est belle, on met quand même des moulures. Donc, vous voyez ici, là, on a une moulure. Cette moulure-là, d'une part, elle a deux fonctions. Elle a une fonction qui est esthétique et elle a quand même une fonction également de barrière à l'attaque que l'environnement externe pourrait donner à votre roulotte. Donc, on a des joints de finition. On vous demande de garder un œil attentif au niveau de ces joints-là. Nécessairement, comme tout silicone, ça sèche à travers le temps et on ne peut pas avoir un joint qui sèche parce que si pour une raison ou une autre, on avait un joint qui sèche, bien, on pourrait avoir, entre autres, une eau qui s'accumule à certains endroits, comme dans le coin ici, et ça ferait pousser vos moulures, ça ferait gonfler vos moulures et ça créerait un aspect esthétique qui est franchement moins intéressant. Donc, le fait de garder un œil attentif sur votre TAG va permettre de la préserver à très long terme. Donc, c'est très, très simple. On regarde. S'il n'y a pas de déchirure ou s'il n'y a pas d'encavure, c'est parfait. Donc, on fait le tour comme ça. L'autre chose, je vous demande de la laver une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de la laver à chaque sortie, mais au moins une fois de temps en temps. Pourquoi qu'on va laver notre TAG? Bien, parce que d'une part, on va l'inspecter, donc ça, c'est très important. Et d'autre part, on va également enlever la poussière, dont la poussière métallique. Qu'est-ce que la poussière métallique? Bien, c'est la poussière qui est dégagée par votre système de freinage au niveau du véhicule tracteur et qu'on va retrouver vraiment là, dans l'air ambiante lorsqu'on fait de la route. Donc, en freinant, vous avez vos disques et vos plaquettes de frein qui frottent ensemble. Ça crée une usure, ça crée de la poussière et cette poussière-là vient se coller au niveau de la finition extérieure, donc de la TAG. Et lorsqu'on met de l'eau ou lorsqu'il pleut, bien, à long terme, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire des points de rouille. Qu'est-ce que des points de rouille? Ceux qui ont des véhicules blancs, puis vous regardez attentivement, bien, des points de rouille, c'est quoi? Bien, en réalité, c'est juste la poussière qui a collé là et puis qui a rouillé avec l'humidité extérieure ou avec même la pluie. Donc, pour éviter d'avoir des points de rouille, donc de l'usure au niveau du fini de votre peinture de la TAG, bien, on veut la laver. Ceci permettra d'éviter ça. L'autre chose, donc, on vous a parlé d'un AquaShield. Je me permets de revenir sur cet AquaShield-là. L'AquaShield, c'est vraiment là, un offre qu'on croit. Ça vient sceller, donc on vient faire un clear par-dessus, encore une fois, votre TAG sur l'ensemble de celle-ci.
Et on va aller non seulement protéger la peinture, on va protéger également le fini et on va protéger l'ensemble de tout ce que votre TAG a comme esthétique extérieure. Et ça va empêcher le soleil de la brûler, ça va empêcher également les différents résidus de l'environnement dans lequel que vous serez, de abîmer votre peinture. Donc, quels sont ces résidus-là? Bien, on a parlé là, des oiseaux tantôt, on a parlé ensuite de ça, de la sève des arbres, on va parler aussi des mouches lorsqu'on fait de la route, puis que vous avez là, les mouches qui viennent là, malheureusement s'écraser sur votre unité. Bien, qu'est-ce que ça fait avec le soleil et autres? Bien, ça va cuire en place. Et lorsque ça cuit en place, bien, ça va abîmer à long terme, ou lorsqu'on essaie de frotter pour enlever tout ça, ou les produits qu'on utilise, donc on doit, plus la mouche ou plus l'insecte a cuit, si vous voulez, là, sur votre finition extérieure, bien, plus le produit qu'on doit utiliser pour l'enlever doit être fort. Et ce produit fort-là, bien sûr, va aller abîmer le fini de la peinture de votre TAG. Donc, encore une fois, un aquashield va empêcher cet insecte-là ou ça va empêcher ce dommage-là créé à la structure. Donc, je reviens au fait que je veux que vous soyez attentifs, je veux que vous preniez soin de votre unité. Et pour le faire, bien, on commence par le lavage, c'est la première étape. Un autre élément assez prédominant au niveau de la TAG, c'est bien sûr votre système de roulement. Donc, ici, on a le pneu. Dans le modèle qu'on vous présente actuellement, c'est un modèle Boondock, donc on a un pneu à bloc, mais peu importe que ce soit le pneu à bloc ou que ce soit le pneu de route typique là, de la TAG, ce qu'on veut savoir, ou ce qui est à savoir, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir de la bonne quantité d'air à l'intérieur de celui-ci. Pourquoi? Parce que si on a une quantité d'air qui n'est pas au niveau qu'il devrait être, bien, ça se peut que votre pneu, vous voyez ici la surface de contact du pneu, donc elle est sur une partie définie de son pneu. Si pour une raison ou une autre, le pneu est mou, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va augmenter la surface de contact au sol. Si on augmente la surface de contact au sol, bien à ce moment-là, on va créer quoi? On va créer une zone de frottement beaucoup plus grande, donc on va créer de la chaleur à l'intérieur du pneu. Et le pneu, plus il va chauffer, plus il va aller s'abîmer à l'intérieur de celui-ci. Donc, il va décaloter dans le jargon. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir des blow-outs. Donc, très, très important de quelques fois par année, pas à toutes les sorties, mais au moins quelques fois par année, de vérifier la pression d'air à l'intérieur de des pneus de votre TAG. C'est un pneu de charge. La pression maximale qu'on peut y mettre, c'est 50 livres. Par contre, on vous suggère de le mettre à 45 livres. À 45 livres, c'est tout à fait adapté là, pour pouvoir avoir un roulement confortable au niveau de la TAG. Donc, 45 livres d'air à l'intérieur de votre pneu. Si pour une raison ou une autre, vous sentez que vous êtes plus à l'aise à le monter à 50 livres, il n'y a rien qui vous empêche de le monter à 50 livres, mais elle va donc, étant donné que le pneu va être plus dur, elle va cogner un petit peu plus. Peut-être que la tire va être moins confortable. L'autre chose, on se fait souvent poser la question aussi au niveau du système de roulement. Alors, le système de roulement, c'est des bearings. C'est un système de roulement typique là, de ce type d'unité-là, sur un essieu à torsion. Ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être dans la première utilisation, la première sortie, on veut s'assurer que les roues sont bien vissées. Bien sûr, nous autres, à la préparation, on fait tout ce processus-là, mais normalement, il est recommandé, après le premier trajet, de s'assurer que c'est bien vissé. Donc, on veut faire une double vérification, même titre que sur nos pneus d'auto, on ne le fait pas. Mais on est supposé de le faire. Alors qu'on remplace nos pneus, on devrait vérifier après 20 km, s'assurer que les boulons sont bien fixés en place et qu'ils n'ont pas de dévissé. Qu'est-ce que ça fait un boulon qui dévisse? Bien, ça va créer une vibration et ça va faire dévisser tous les boulons. Vous allez perdre la roue. C'est aussi simple que ça. Au niveau de l'essieu ou de la suspension, c'est un bras de torsion. Ce bras de torsion-là, c'est un bras qui est scellé à l'intérieur de l'essieu, donc il fonctionne du bas vers le haut. Donc, lui, il n'a pas nécessairement d'entretien, il n'a pas de réparation à faire et il n'usera pas non plus à travers le temps, à moins que vous rentiez, que vous cogniez de manière latérale. Comment qu'on peut cogner de manière latérale? Typiquement, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on circule sur la voie de droite en ville et qu'on rentre, par exemple, dans une station de service, on va faire le tournant, étant donné qu'on n'a pas la largeur pour se dégager de la chaîne de trottoir. On va rentrer et après ça, la roulotte, elle va suivre. Mais pour suivre, elle va comme tourner et elle va aller donner un coup sur la chaîne de trottoir. Je vous dirais que c'est les coups latéraux les plus fréquents qui pourraient user
votre essieu. Alors, faire attention lorsqu'on veut rentrer dans une ouverture soit de centre commercial ou de station de service, peu importe, c'est d'aller chercher la portion la plus loin qu'on peut aller chercher avec le véhicule pour créer le dégagement nécessaire pour que la roulotte n'ait pas frappé sur le bord de la chaîne rotatoire. Bien sûr, vous pourriez frapper là, malheureusement là, un objet de forte dimension qui pourrait aller l'abîmer, mais c'est quand même plus ou moins rare. Je vous dirais que le coup latéral est le coup qu'on voit le plus souvent. Et qu'est-ce qu'on voit après ça quand on a un essieu croche? On va avoir un pneu qui va être usé de manière inégale sur l'ensemble de sa surface. Mais c'est rare. Mais je vous le dis, mais c'est rare. L'autre chose ici, on a nos points d'ancrage extérieur. Je vais aller chercher mon vilebrequin. Alors, ce vilebrequin-là nous permet d'aller stabiliser notre TAG dans l'utilisation qu'on en fera. Alors, ici, vous avez un encavure, encore une fois, au niveau du vilebrequin. Vous avez son point de contact au niveau du pied. Et on va tourner de manière très naturelle pour descendre le pied. Donc, il y en a qui vont mettre des blocs pour ne pas le mettre directement dans la terre molle ou le sable. Donc, vous pourriez utiliser un bloc, effectivement, pour le positionner. Ce pied-là sert à stabiliser votre TAG, il ne sert pas à la lever. Alors, lorsque vous êtes bien en place, lorsque vous êtes installé puis que vous êtes au niveau, bien, vous baissez vos pieds juste pour aller le fixer pour empêcher que ça vibre lorsque vous dormez. Surtout, on ne veut pas créer un effet de louvoiement. Et bien sûr, on va le remonter de la même manière. Il se peut que la vis qui tient la patte soit un petit peu plus lousse et que vous entendiez un en roulant. Bien, c'est souvent le petit clac-clac-clac, c'est souvent une des deux pattes qui est bien lubrifiée, puis c'est tout à fait normal qu'elle soit bien lubrifiée, qui vient juste flacoter sur elle-même. En fait, elle ne flacote pas au sol, bien sûr, parce que la patte est levée. Je ne veux pas vous induire en erreur. Alors, bien sûr, lorsqu'on circule, on s'assure que nos pattes soient bien levées, comme celle-ci, mais la patte pour aller flacoter et cogner sur le pied. Alors, dites-vous que c'est tout à fait normal. Et si ça vous dérange, on va juste aller serrer un petit peu ici le boulon et l'écrou pour s'assurer que c'est un petit peu plus ferme. Alors, pour ceux et celles qui allaient utiliser votre tag dans des conditions plus difficiles, des chemins de terre entre autres, parce que ça va être très, très, très poussiéreux, je veux attirer votre attention aux différentes ouvertures qu'on a au niveau de la tag. Donc, vous avez ici, de chaque côté, des prises d'air qui servent à alimenter en aan aération, l'air climatisé, donc toute la portion arrière du cabinet intérieur de l'air climatisé. Donc, c'est une ouverture vers l'intérieur. Donc, si vous êtes dans un chemin de terre et que vous êtes en train d'empoussiérer votre monde, bien, sachez qu'en roulant, la poussière va rentrer. C'est une basse pression qui est à l'intérieur de la tag. Alors, la poussière va vraiment rentrer. Et je salue mes amis de la Rive-Nord parce que j'ai fait un lavage complet de balayeuse et de démontage de toute la cabinetterie intérieure parce que il y avait eu un voyage qui avait été fait à Fermont. Puis vous savez qu'entre le réservoir le réservoir et Fermont, c'est un chemin de terre. Bien, je peux vous dire qu'à l'intérieur de la terre, c'était un carré de sable. Fait que pas agréable, bien sûr. Le client était déçu. Écoutez, je me permets de vous dire qu'on doit être conscient qu'on a des ouvertures. Donc, si vous faites du chemin de terre, on vient les boucher. OK? Mettez du duct tape, mettez peu importe ce que vous voulez mettre, mais bouchez vos trous. Où sont ces trous-là? Bien, on en a de chaque côté ici et on en a, entre autres, en dessous de l'unité. Je vais juste prendre... Je vais aller vous montrer le dessous de votre unité, la grille juste ici. Alors, cette grille-là aussi doit être à boucher. C'est une ouverture que vous avez à l'intérieur qui mène à l'intérieur de votre TAG. Donc, super important, si vous faites du chemin de terre ou de la route extrêmement poussiéreuse, puis vous ne bloquez pas ces encavures-là, bien, cette poussière-là va être aspirée à l'intérieur. Donc, je ne passerai pas la balayeuse une deuxième fois, je vous informe. Et je peux peut-être même vous dire une troisième fois, blague à part, faites juste attention à ça, soyez conscient que vous avez une ouverture. Finalement, ici, je me permets de vous dire que vous avez une connexion rapide qui vous donne accès
à la tuyauterie de votre propane. Donc, vous avez accès à votre bonbonne de propane. Donc, c'est un connecteur rapide. Si pour une raison ou une autre, vous avez un accessoire de type propane sur lequel vous n'avez pas un embout à connexion rapide, mais on vous le donne. Donc, il est dans votre trousse de départ, juste ici. Vous avez l'embout à connexion rapide que vous allez pouvoir visser sur votre composante là, au propane, votre barbecue entre autres, votre plaque de cuisson alternative, elle est là. Ça pourrait même être un petit élément chauffant à l'extérieur. Des fois, on a des petites lumières chauffantes, là, alors vous pourriez l'utiliser là, avec cette embout de connexion rapide. Je me permets de sortir notre clé qui va nous servir pour notre pneu de secours. Alors, votre pneu de secours, il est fixé à treuil. Alors là, Nathalie va vous montrer la composante, comment c'est fixé. Le pneu n'est pas là, mais vous voyez le câble ici. Normalement, là, c'est le pneu, là, on a notre embout là, qui vient monter le pneu et le fixe en place. Et on va manipuler ce pneu-là au besoin avec cette clé à rochet-là qui nous permet de visser et dévisser. Vous avez vu, c'est un 3/4. Donc, bien sûr, n'importe quel embout 3/4 va faire. Je vais aller me mettre en place et je vais aller visser pour monter ou descendre. Alors, il est, bien sûr, cette clé-là, elle est fournie avec votre TAG qui permet d'avoir accès au pneu de secours. Techniquement, vous ne devriez pas avoir besoin si vous vérifiez votre pression d'air, mais si jamais vous aviez besoin, bien écoutez, vous avez une clé d'urgence. L'autre chose, je vous ai parlé là, de circuler dans des routes ou de faire du hors-route. L'élément le plus problématique du hors-route, c'est les pierres qui viennent ou les roches qui viennent se plier lorsqu'on roule dessus et qui viennent couper tel un couteau là, sur les flancs du pneu. Alors, si vous avez un pneu qui n'est pas un pneu en route, soyez vigilants. Là, la pression des pneus est importante et autres, mais sachez là, que les roches sont capables là, d'aller ponctuer le flanc du pneu et même à la limite, c'est plus rare, là, mais même à la limite la semelle. Donc, c'est important de savoir là, que selon les conditions de route qu'on est à risque peut-être plus qu'à d'autres moments. Alors, soyez vigilants. Maintenant, comment on lèverait la roulotte? Bien, vous utiliseriez le cric que vous avez à l'intérieur de votre véhicule. Donc, ce cric-là viendrait s'installer soit sur le côté ou sur l'essieu. Et avec le cric de votre véhicule, on viendrait lever la roulotte pour pouvoir là, faire le remplacement du pneu. Donc, c'est une opération là, qui est très semblable à celle que vous feriez là, sur le pneu de secours de votre véhicule. Donc, à l'intérieur de votre TAG, on a, bien sûr, on a d'évidence les fenêtres qui sont le premier élément qu'on voit. Au niveau des fenêtres, ce qui est intéressant à savoir, bien sûr, elles sont doublées. C'est vraiment une belle fenêtre de belle qualité. C'est des fenêtres qui sont isolées. Mais je veux surtout attirer votre attention sur le fait que vous avez deux positions de fermeture de fenêtre. Vous avez la position respire, donc c'est une position où est-ce que l'air et l'eau peuvent circuler. Et vous avez la position scellée. Alors, je vais vous montrer, en fermant la fenêtre, que lorsque nous sommes en position respire, bien, on a accès à l'intérieur de la fenêtre. Donc, si pour une raison ou une autre, vous voyez mes doigts, si pour une raison ou une autre, vous circulez, vous êtes en position respire, bien, sachez que la poussière va rentrer et également, sachez que l'eau va rentrer. Donc, s'il pleut, bien, l'eau va rentrer carrément. Donc, l'eau sale de la route là, qui est soulevée en vapeur d'eau lorsqu'on circule va rentrer par les fenêtres très, très facilement. Donc, c'est super important de vraiment aller fermer en position scellée, donc en position intérieure, nos fenêtres, ce qui nous permet d'assurer là, que celles-ci soient bien étanches. Autre chose, je me permets rapidement de vous dire qu'on est un joint d'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'un joint d'intérieur? Bien, c'est un joint qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on n'a pas nécessairement d'entretien à faire. Il est positionné en place et puis il est très durable. Donc, on n'a pas à se soucier ou à se casser la tête là, sur ce joint-là. Très peu d'entretien à faire. Alors, pour visser ou pour laisser la fenêtre ouverte en place, on a bien sûr deux barrures de chaque côté.
Je viens de barrer la première barrure, on le fait de chaque côté, ce qui nous donne accès, là, bien sûr, à avoir la fenêtre ouverte. Et je me permets de vous mentionner là, qu'on va pouvoir activer le moustiquaire et le star d'un simple geste. Mais je veux vous rappeler d'utiliser vos deux mains. Il y a quand même une petite résistance à l'utilisation des stars et des moustiquaires. Donc, en les utilisant à deux mains, on ne le tord pas, on ne créera pas d'usure. L'autre chose, en bonne pratique, lorsqu'on utilise le star, on vous suggère de le positionner, de le placer en place, ce qui évite de faire des faux plis dans le moustiquaire. Ça reste un tissu plié, c'est un moustiquaire. Alors, si on positionne le moustiquaire et qu'on le ferme, on évite de faire des faux plis à l'intérieur. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour la fenêtre en avant. Si vous regardez ici, la fenêtre en avant, elle est quand même très longue. Alors, pour éviter de faire des faux plis, ça me permet là, de positionner mon moustiquaire et il se positionne en place sans qu'on ait fait de faux plis. Donc, je vous suggère de le guider avec vos mains. Et bien sûr, je vous rappelle l'importance de fermer vos encavures vers la position complètement fermée intérieure scellée qui vous permettra là, d'avoir là, une fenêtre qui est complètement étanche contre les éléments là, de votre environnement dans lequel vous allez fonctionner. À l'intérieur de votre TAG, vous avez entre autres des lumières, bien sûr, que je vous montre ici. On a notre fameuse lumière bleue qui est si appréciée, lumière de soir et de nuit. Et si on veut avoir accès à notre lumière de lecture ou notre lumière à haute intensité, on va garder notre doigt pendant quelques secondes sur le bouton de mise en route, ce qui va nous permettre là, de passer au mode blanc. Et bien sûr, pour fermer, on appuie d'une seule fois. Donc, lumière bleue en appuyant rapidement et lumière blanche en gardant notre doigt appuyé pendant quelques secondes sur le bouton de mise en route qui nous permet d'avoir notre lumière de soir. Ensuite de ça, on a nos lumières intérieures, nos porch lights également, donc nos lumières extérieures. Donc de chaque côté, on a nos différents contrôles. Donc contrôle côté gauche, contrôle côté droite. Et je vous permets là, de vous dire le côté gauche extérieur, côté droite extérieur. Et je vous permets là, de vous dire là, qu'on a également notre interrupteur d'accent qui est là. À l'avant de votre TAG, vous avez des connexions électriques. Donc, vous avez des connexions 110 volts et 12 volts. On en a parlé à l'extérieur des connexions électriques. Donc, 110 volts lorsque vous êtes connecté sur Hydro-Québec. Sinon, 12 volts. Donc, à quoi ça servirait? Il y en a qui ont des machines CPAP, entre autres. Vous pouvez connecter votre machine CPAP là ou tout autre accessoire là, que vous pourriez ou vous auriez besoin de connecter à l'intérieur de votre unité. Bien sûr, vous avez le rangement que vous avez regardé. Vous avez aussi vos supports à verre. Bref, tout est là, pour votre confort, incluant les matelas. En dessous de moi, on va vous le montrer en sortant, mais il y a du rangement également là, qui s'y trouve. Donc, ça m'amène à me tasser un petit peu plus vers le radio. Donc, le radio ici, c'est un radio qui est très intéressant parce qu'on a une connexion HDMI. Ça nous permet là, de pouvoir faire sortir là, un son là, avec une connexion HDMI. Et puis sinon, c'est un radio typiquement standard à connexion Bluetooth. Donc, vous pourriez bien sûr écouter la musique que vous avez sur votre téléphone intelligent à partir du système de son de la TAG. Vous avez la zone A pour les speakers qui sont à l'intérieur et vous avez la zone B pour les haut-parleurs qui sont à l'extérieur de votre unité. Le son est là, donc très très facile à utiliser. Bref, là, je pense pas là, que vous serez surpris là, de l'utilisation de celui-ci. Ensuite de ça, vous avez votre chauffage aux plaquettes, donc nouveauté qui est super appréciée là, au niveau de la TAG. Un chauffage aux plaquettes, donc on a deux types de température. On a soit low ou high. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que maintenant notre TAG s'en vient dans la zone là, du 3 saisons et demi, étant donné là, qu'on a notre chauffage là, pour bien dormir la nuit. Vous êtes en fait, je dis vous êtes, là, mais lorsqu'on utilise une TAG, lorsqu'on vit de plein air, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir là, pousser notre saison. Souvent, la belle saison, c'est autant très tôt au printemps ou très tard à l'automne. Et les nuits deviennent très, très fraîches. Donc, on a des nuits là, qui peuvent atteindre là, des moins 5, moins 6, moins 7, voire des moins 10 degrés. Et puis, bien sûr, à moins 10 degrés, ça prend un équipement là, qui est à propos. Donc, le chauffage aux plaquettes ici devient super intéressant. Je me permets de vous rappeler qu'il fonctionne au 110 volts. Donc, ça prend une connexion Hydro-Québec pour le faire fonctionner. Ensuite de ça, on a l'air climatisé qui est ici, l'air climatisé qui est typique là, de la TAG. Deux choses à savoir au niveau de l'air climatisé. Donc, vous avez soit une position ventilateur, donc pour faire fonctionner le ventilateur. Donc, en fonctionnant, le ventilateur ne climatisera pas. Ou sinon, vous avez vraiment la position climatisée.
Donc, en climatisant, vous avez entendu le compresseur partir. À ce moment-là, on va aller déshumidifier l'intérieur et on va aller, bien sûr, la rafraîchir. Intéressant par des grosses journées d'été où est-ce que c'est très, très humide, où est-ce que vous sentez que l'humidité, ou même des journées là, où est-ce que, je dis des grosses journées d'été, mais même des journées en plein air, là, quand vous avez l'accès à l'électricité 110 puis que c'est très humide à l'intérieur de votre unité, bien, en partant de l'air climatisé, on va aller déshumidifier l'intérieur. Donc, c'est un outil là, qui peut être intéressant là, pour aller assécher notre intérieur de l'unité comme telle. Donc, je la referme. Et puis, bien sûr, ici, vous avez votre contrôle de température. Donc, je pense là, que c'est assez factuel là, dans la manière de l'utiliser. Bien sûr, vous avez votre rangement ici qui est à l'intérieur de l'air climatisé. Vous allez retrouver deux choses. Vous allez retrouver la connexion électrique de l'air climatisé qui est là. Et vous allez trouver également là, une capacité là, de se connecter une télé si vous vouliez le faire. Donc ça aussi c'est possible. Donc il y a plus, on a retiré la télé standard de notre TAG, mais on a quand même la possibilité d'en connecter une si jamais vous voulez en connecter une. Vous avez votre rangement ici également à la partie supérieure de la TAG. Ce qui nous amène à notre panneau électrique. Donc, on a parlé amplement du convertisseur électrique là, durant la présentation. Le convertisseur électrique se trouve ici à l'arrière de sa partie centrale et c'est celui-ci là, qui va transformer l'énergie 110 volts en énergie 12 volts. Donc, vous avez vu que les fusibles ou les breakers ou le mot français, les disjoncteurs, pardon. Donc les disjoncteurs sont complètement différents d'un circuit électrique versus un autre. Mais sachez, ce qui est important à savoir, c'est que vous aurez toujours de l'énergie 12 volts alors que vous êtes connecté sur Hydro-Québec et c'est le convertisseur ici qui va la transformer. Vous allez peut-être entendre un petit ventilateur. Donc, ce petit ventilateur-là sert à quoi? Bien, il sert à aérer le convertisseur électrique alors qu'il travaille à transformer l'énergie 110 en 12 volts. Sachez que quand vous l'entendez, c'est parce que vous avez un équipement 12 volts qui fonctionne. Donc, si vous avez un équipement 12 volts qui fonctionne, ben c'est pour ça là, que le ventilateur se met en route pour pouvoir, bien sûr, s'aérer et ne pas faire surchauffer le convertisseur alors qu'il transfère l'énergie en 12 volts. Je vous suggère d'avoir encore une fois des fusibles de rechange. Donc, ce sont des petites fusibles de type automobile. Vous avez vu, j'ai enlevé ma fusible et la lumière, elle a fermé. Donc, idéalement, on essaie de ne pas remettre des composantes alors que la fusible est enlevée pour ne pas la faire sauter. Vous allez voir des petites étincelles et voilà. Vous avez vu que la lumière était rouge lorsque je l'ai enlevée et là, donc la lumière s'est éteinte. Si on voit une lumière rouge allumée ici, au même titre que si j'enlève cette composante-là, cette fusible-là, vous allez voir, elle n'est pas allumée. Parce que je ne l'utilise pas, la composante. Mais si on utilisait la composante comme dans le cas présent ici, bien, il y a une lumière qui s'allume pour nous dire que la fusible est brûlée et que la composante est allumée. Donc, vous avez deux fusibles 30 ampères. Donc, le circuit principal est en 30 ampères. Donc, vous avez deux fusibles 30 ampères qui sont là pour votre unité. Ensuite de ça, à l'intérieur de votre unité, vous avez détecteur de fumée et bien sûr détecteur de monoxyde de carbone, gaz propane. Donc, le détecteur de fumée ici est situé en haut. Pourquoi? Parce que la fumée va s'élever par-dessus l'air. Donc, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous prenez possession de votre TAG, c'est de changer la batterie. Donc, ça va être votre cycle de batterie qui va commencer. On met une batterie neuve à toutes les saisons. Et bien sûr, ici, vous avez votre détecteur là, de gaz propane là, qui est juste ici. Donc, encore une fois, on va remplacer la batterie. Donc, comment qu'on remplace la batterie? Bien, on rouvre notre détecteur, on retire la batterie, on en met une nouvelle et on referme. Vous avez vu, il y a une petite encavure là, pour appuyer, pour pouvoir là, avoir accès à notre intérieur de détecteur. Alors, je referme. Ici, vous avez votre instincteur de feu. L'instincteur de feu, c'est un instincteur à utilisation unique. Alors, une fois qu'on l'a utilisé, on le jette et on le remplace. Ensuite de ça, vous allez ici avoir un élément pour mesurer la pression, à savoir s'il est encore bon ou pas. Donc, on appuie dessus ici. Si le petit bouchon vert ressort, ça veut dire qu'il est encore bon. Donc, je rappuie pour vous le montrer. Ça veut dire qu'on a une bonne pression à l'intérieur de celle-ci. Et pour le sortir, on ouvre la ceinture assez facilement. On le retire et on a accès à notre détecteur. On va tirer sur l'enclochette
et on va l'utiliser. Donc, c'est, comme je vous dis, une utilisation unique pour le détecteur de, l'extincteur de fumée. Je vais le remettre en place, je vais aller le mettre dans son col, je vais le tourner et je vais le rebarrer en place. Finalement, à l'intérieur de votre unité, vous avez ici votre ventilateur, votre plafonnier. Ce ventilateur-là fonctionne également à énergie 12 volts. C'est probablement une des composantes qui tire le plus d'électricité à l'intérieur de votre unité en termes d'énergie 12 volts. On parle d'un 3 ampères par heure d'utilisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 3 ampères par heure d'utilisation? Bien, si ça fonctionne pendant, exemple, 2 heures, bien, il vient tirer 6 ampères. Donc, pour le faire fonctionner, il doit être ouvert, sinon le coupe-moteur va empêcher toute forme d'énergie de se rendre au moteur pour le protéger, pour pas qu'il surchauffe. Donc, j'ai ouvert mon couvert, vous m'avez vu, j'ai tourné ici son point d'ouverture. Mon couvert est ouvert. Ça me permet de choisir une direction d'air, soit que je fais rentrer l'air ou soit que je la fais sortir. Si je suis au centre, je suis en position neutre, donc il ne fonctionnera pas. Donc, je vais vraiment aller choisir une position. Donc, je vais faire rentrer mon air et ensuite de ça, je vais mettre en route mon ventilateur et celui-ci à la vitesse que je veux bien lui mettre. Donc, lorsqu'il est à 3, c'est très, très fort. Je peux changer, sans même le fermer, la direction de mon air. Idéalement, par contre, je vous demande de le fermer et ensuite de ça, de trouver la nouvelle direction. Également, je veux que vous sachiez que vous avez une petite fusible ici, une petite fusible, donc une petite fusible qui va aller protéger le moteur. C'est une petite fusible en verre. C'est très rare que ça brûle. Ça va brûler quand? Ça va surtout brûler sur des unités qui sont plus vieilles et qui a du verre de craie qui s'est mis à attaquer les fils électriques et à ce moment-là, le courant qui se rend au niveau là, du moteur est très inégal. Donc, on va avoir à ce moment-là des enjeux là, de petites fusibles qui brûlent. Mais comme je vous dis, c'est vraiment là, c'est typiquement sur des plus vieilles unités ou si pour une raison ou une autre, là, il y a eu un impact, le fil a été dénudé ou autre. Donc, c'est une surcharge de courant qui va aller faire brûler la fusible au lieu d'attaquer le moteur. Donc, ça complète l'ensemble des composantes. Ça me permet peut-être de faire le tour sur certaines informations que je vous ai données. La batterie, tout dépendant de son grade, a une capacité d'énergie. On va diviser sur une batterie à l'acide cette quantité d'énergie-là par 2 parce qu'on ne veut pas abîmer la batterie. À l'intérieur de notre unité, on a un circuit électrique mixte de 110 volts et de 12 volts. L'énergie 110 volts, elle est automatiquement transférée en énergie 12 volts pour l'ensemble des composantes qui fonctionnent aux 12 volts. On a des composantes 12 volts qui sont, entre autres, le ventilateur qui consomme 3 ampères par heure de fonctionnement. On a les lumières à l'intérieur de votre unité. L'ensemble des lumières vont consommer environ 1 ampère et demi si elles sont toutes ouvertes par heure. Donc, ça consomme quand même très, très peu. Si on a quelques-unes lumières, ça consomme pratiquement rien. Ensuite de ça, on a notre radio ici qui fonctionne aux 12 volts. Celui-ci consomme un petit peu plus d'électricité. Il peut consommer jusqu'à 6 ampères par heure, tout dépendant. Mais normalement, il va consommer environ 4 ampères par heure au niveau de son fonctionnement. Et bref, vous avez votre pompe à eau aussi à l'arrière que je vous ai montré qui fonctionne, qui consomme elle également environ 3 ampères par heure de fonctionnement. Mais c'est rare que la pompe roule pendant 1 heure. La pompe va seulement se pressuriser au besoin. Et lorsque l'interrupteur est fermé, bien sûr, bien, il n'y a pas d'énergie qui se consomme. Donc, ça résume un petit peu là, les composantes électriques. Bien sûr, lorsqu'on est connecté au 110 volts, on vous suggère de prendre un emplacement à 30 ampères. Ça va vous permettre de pouvoir faire fonctionner l'ensemble de vos composantes. Donc, entre autres, vous avez les composantes telles que l'air climatisé qui fonctionne sur le 110 volts. On a ici de chaque côté, puis j'ai omis de vous en parler tantôt, je me permets une petite parenthèse. Lorsque l'air climatisé fonctionne pour refroidir votre unité, que le compresseur part, ce qui est à savoir, c'est que ça dégage énormément de chaleur, un compresseur d'air climatisé. Cette chaleur-là, elle est emmagasinée à l'arrière de la cabinetterie ici. Donc, pour assurer une aération, on a équipé la TAG d'un ventilateur. Ce ventilateur-là sert à faire circuler l'air qui est à l'arrière du mur qui est ici. Donc, ça sert à aérer l'entrecabinet de la TAG et qui va empêcher une surchauffe du compresseur de l'air climatisé. Donc, c'est un petit interrupteur qui est juste ici. Je vais vous le montrer. Donc, ce petit interrupteur qui est juste ici, au niveau là, de l'aération de l'air climatisé. Donc, lorsqu'on part notre air climatisé,
on va partir notre aération. Si on n'a plus besoin de notre air climatisé, bien, on va aller fermer l'aération au niveau là, arrière. C'est une aération qui sert uniquement à ventiler l'arrière du cabinet. Et je vous ai montré aussi une ouverture sous la TAG. Tantôt, lorsqu'on parlait de poussière et de roulement, ben, c'est entre autres là, que l'air va circuler. Donc, juste pour que vous l'entendiez, voici le bruit sans l'air climatisé de ce ventilateur-là. Normalement, on le ferme, on n'a pas besoin de l'utiliser lorsque l'air climatisé ne fonctionne pas. Et un petit dernier rappel au niveau des fenêtres, je vous ai mentionné, là, de vous assurer que les fenêtres sont vraiment en position scellée lorsqu'on circule. La position scellée, c'est la position intérieure, c'est vraiment à l'intérieur de la fenêtre et c'est super important que ça soit là ainsi lorsqu'on circule, surtout pour la fenêtre en avant qui a quand même beaucoup d'air. Et lorsqu'on manipule le moustiquaire, on le manipule à 2 mains, ça va nous empêcher de l'user lorsqu'on le manipule. Puis bien sûr, lorsque les stores sont fermés, c'est tellement opaque que vous allez apprécier, vous allez avoir vraiment un grand niveau de confort. Donc, petit truc, lorsqu'on a fait notre tournée intérieure puis que tous nos fenêtres sont vraiment bien fermées en position là, scellée, position intérieure, ben, ça me permet là, je ferme mon store puis ça indique que ma fenêtre est vérifiée, je peux passer à d'autres choses. Et bien sûr, les interrupteurs de lumière sont au niveau des lumières extérieures, sont sur le plafond. Finalement, peut-être le petit dernier point que je peux vous montrer rapidement, c'est au niveau ici là, du rangement sous, sous votre plancher de lit. Et bien sûr, vous avez là, la possibilité de mettre certains de vos composantes de la table. Peut-être une petite dernière précision au niveau des fenêtres. Bien sûr, ici, on a le cache-fenêtre, donc le star au niveau de la fenêtre qui est très facile à manipuler. On le tourne. On l'ouvre et on le ferme. Ceci complète la tournée de la TAG. J'espère que ça vous a donné les informations nécessaires pour comprendre comment on utilise votre unité. Je me permets de vous rappeler qu'un du folklore d'être en plein air avec une roulotte, c'est de comprendre la capacité énergétique et puis bien sûr de calculer toute cette quantité énergétique-là qu'on consomme pour être en mesure d'analyser notre autonomie. Même chose avec l'eau, faire attention au niveau, lorsqu'on s'est déplacé, de bien sûr vérifier au niveau des composantes de plomberie que tout est bien vissé en place, nettoyer une fois de temps en temps notre réservoir d'eau propre avec la solution d'eau de javel, vérifier de temps à autre la pression des pneus, la mettre à 45 livres, 50 livres si jamais vous pensez que vous chargez un petit peu plus, et bien sûr la laver une fois de temps en temps et regarder l'aspect complet. Donc voilà, c'est votre TAG. Bon été et puis bien sûr bon plein air. Merci.